Comment la société civile française aide-t-elle l'Ukraine pendant la guerre? Quels sont les principaux axes d'action et pourquoi les voix des intellectuels comptent? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Florent Murer, président de l'association Kalena, membre du bureau exécutif de l'association pour l'Ukraine, leur liberté et la nôtre. Les deux associations ont pour mission d'aider l'Ukraine, qui est en guerre, depuis 2014. Bonjour Florent, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous êtes président de l'association Kalena qui est présente en France depuis pas mal d'années. Vous êtes aussi membre du bureau exécutif d'une autre association qui est active qui s'intitule Pour l'Ukraine, leur liberté et la nôtre. Vous défendez la cause ukrainienne depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous allons parler évidemment de ces deux associations actives en France pour la cause ukrainienne. Donc, ma première question à vous, pourquoi déjà chez vous cet intérêt pour l'Ukraine et pourquoi cet intérêt pour la cause ukrainienne? Alors tout d'abord, bonjour Tetiana et merci pour cette invitation donc à mieux faire connaître les activités de ces deux associations. Alors pourquoi mon intérêt pour l'Ukraine? En fait, moi, dans une époque un peu déjà lointaine, j'étais professionnel, je développais les centres commerciaux pour une grande chaîne internationale d'hypermarchés et j'étais basé donc en Europe centrale. Et donc à cette occasion, donc dès 2004, j'ai pu découvrir ce pays et j'en suis tombé amoureux et tellement amoureux que j'y ai rencontré ma femme et que j'ai épousée et donc ça a été le début d'une grande histoire. Alors en 2004, si on se rappelle, en fait, c'était déjà la révolution orange. Et ça a été un petit peu le tempo qui ensuite, ces mouvements comme ça qui ont rythmé notre intérêt et notre engagement pour la défense de l'Ukraine. Oui, c'est-à-dire la révolution orange, rappelons à nos éditeurs, c'est ce qu'on appelle la révolution orange. Ce sont les événements de 2004 où justement il y avait des fraudes durant l'élection présidentielle où justement il y avait des fraudes du côté du candidat au président Viktor Yanukovych et donc des grosses manifestations à Kiev mais tout aussi bien dans d'autres villes ukrainiennes. Pourquoi orange? Parce que l'orange c'était la couleur du président de la campagne électorale du président Viktor Yushchenko. Donc, donc l'opinion publique et les protestations populaires ont réussi à décompter, à compter des fois encore une fois et donc à changer les résultats des élections. Voilà, c'est important de rappeler. Donc, c'est un tournant démocratique important pour l'Ukraine. Est-ce que vous avez assisté, Florent, dans les événements de 2004? Alors, 2004, pas directement. Mais bien sûr, ensuite, en 2013, avec la révolution de la dignité et le Maïdan, nous sommes bien sûr rendus sur place. Et là, on a participé. C'est là, du reste, qu'on a commencé à aider de manière individuelle avec mon épouse, en apportant un soutien financier et également l'alimentation, des vêtements, enfin des produits qui étaient nécessaires sur le coup. Oui, donc c'est-à-dire les révolutions de Maïdan 10 ans après la révolution orange, voilà, donc c'est sur les événements relativement récents dans l'histoire moderne de l'Ukraine où justement Yanukovych, le même président qui était élu d'ailleurs en 2010, il a fini par s'enfuir, par quitter l'Ukraine en fait, qui a donné suite à pas mal d'événements, parmi eux des événements tragiques aussi parce que la Russie avait commencé à annexer la Crimée justement le
jours suivants après le départ de Yanukovych. Alors, Florent, expliquez-nous pour cette association de Kalena, quels sont les axes principaux de votre action? Alors, précisément, Kalena, c'est l'association que nous avons créée donc juste après le Maïdan, comme vous l'avez souligné, avec l'annexion de la Crimée. Et puis, il faut le rappeler, également le début de la guerre dans le Donbass, à l'est, avec l'intervention et la présence de nombreux petits hommes verts, comme on les désignait, puisque pour ceux qui étaient informés, on savait très bien que c'était l'armée russe sans uniforme, sans signe distinctif qui était là et qui commençait son agitation donc sur la frontière est. Et à ce moment-là, on s'est dit on ne peut pas seulement nous seuls apporter une aide, il faut qu'on soit plus efficace, il faut qu'on passe à une vitesse supérieure. Et c'est là qu'on a décidé de fonder l'association. Alors l'association, elle a en fait aujourd'hui quatre vocations, 4 activités. On est présent bien sûr sur le terrain caritatif et humanitaire sous la forme d'envoi de colis adressés. Toutes les semaines, on envoie 20-25 colis à travers donc nos réseaux. Et ça, donc, ce qui contient des produits d'alimentation, des produits d'hygiène, des vêtements, bien sûr, des produits de soins, enfin, toutes ces petites bricoles qui rendent la vie plus facile pour la population. Le deuxième axe, qu'on diffuse la culture ukrainienne en France à travers l'organisation de nombreux événements socio-culturels comme la projection de films, l'organisation de concerts, mais aussi ça peut être des tournois d'échecs en ligne, ça peut être des tournois de boules, tout ça afin de sensibiliser en fait la population française à la culture ukrainienne. Et puis à cette occasion, en fait, c'est pour nous la possibilité de nous faire connaître et bien sûr de collecter des fonds. Et avec ces fonds, ça nous permet donc d'embrayer sur notre troisième activité qui est, depuis le début, l'équipement des défenseurs de l'Ukraine. On peut noter qu'en 10 ans, puisqu'on rentre déjà dans la 12e année de cette activité, en fait, les besoins ont évolué, alors qu'en 2014, on était plutôt sur des équipements, des treillis, des choses tactiques. Aujourd'hui, on est plus sur des matériels sophistiqués comme des brouilleurs d'ondes, comme des drones, des générateurs, bien sûr, des véhicules 4x4 que l'on reconditionne en ambulance pour l'évacuation des blessés en première ligne sont extrêmement demandés et vraiment, c'est une activité importante. Et ça nous permet donc d'arriver en 2022, lorsqu'il y a eu donc le démarrage de la guerre à grande échelle, comme on l'appelle. On a souhaité en fait ajouter une 4e dimension à nos activités avec la naissance d'une association donc qui s'appelle Pour l'Ukraine, pour la liberté et la nôtre, qui est une association fondée par des intellectuels et universitaires français qui avaient envie de faire quelque chose, qui ne pouvaient pas rester inactif face à la situation et donc à la guerre menée contre l'Ukraine. Et donc nous apportons alors cette association qui agit sur le terrain politique, sur le lobbying politique, à travers des campagnes qu'on va voir, mais comme le combat pour le retour des enfants déportés ukrainiens et russifiés, mais aussi le combat pour la fourniture d'une aide plus massive à l'armement, ou la confiscation des avoirs. On reviendra sur ces différents sujets de l'association. Mais voilà, on a souhaité apporter cette dimension parce que si l'aide caritative, elle est nécessaire, la guerre, elle se gagne aussi sur le combat politique. Il faut qu'il y ait que la société soit préparée et soit comment dire motivée et positive face
à l'effort qui est demandé pour soutenir l'Ukraine. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on s'est engagé dans cette association. Oui, je tiens à rappeler à nos auditeurs que dans ce podcast, nous avons déjà un épisode enregistré avec Christian Castagna et Ksenia Shevtsova, qui sont tous les deux aussi membres de cette association pour l'Ukraine, leur liberté et la nôtre, et qui ont parlé très en détail de l'importance du sujet de la défense culturelle, en fait, de défense, parce que la Russie, non seulement elle détruit les villes, les villages, les vies humaines, mais tout aussi bien la culture. C'est un grand sujet et donc vous pouvez écouter notre épisode avec déjà les membres de cette association pour l'Ukraine, leur liberté et la nôtre. Et Florent, vous dites que cette défense de politique, en fait, de lobbying, de la prise de conscience, en fait, de l'importance de ce sujet ukrainien est important, tout en restant que l'aide caritative humanitaire reste tout aussi bien importante. Est-ce que vous avez observé, parce que vous êtes observateur de longue date de l'Ukraine et pas uniquement observateur, mais quelqu'un qui agit d'une manière très active en Ukraine, est-ce que vous observez dans l'opinion publique française certaines évolutions qui marquent les différences, certaines étapes entre l'époque des années 2000 et l'époque actuelle, 2020, on est en 2025, et est-ce que l'Ukraine a une certaine visibilité aujourd'hui par rapport à des années 2000? Oui, indéniablement, si Poutine a réussi quelque chose dans cette guerre, c'est bien de faire connaître l'Ukraine et de mettre l'Ukraine en fait au centre géographique de nos préoccupations. Soyons clairs, en 2000, personne n'était capable de situer l'Ukraine par rapport au territoire ex-soviétique. Tout ça était très très confondu et personne n'avait vraiment une idée claire, que ça soit en France, en Europe ou même pire aux États-Unis. L'Ukraine n'avait pas vraiment d'existence propre. Elle était confondue dans le vaste tout russe. En 2014, il y a eu donc un premier éveil, mais malheureusement, nos politiques n'ont pas été très courageux et pour différentes raisons ont poursuivi soit leur activité commerciale, soit leur intérêt politique. Et finalement, cette guerre qui a démarré, encore une fois en 2014, elle n'a pas été prise au sérieux et nous, Européens, on n'a pas apporté la réponse qu'il fallait et qui aurait probablement, si on l'avait pris ça plus au sérieux, si on avait réagi de manière plus claire, plus rapide, plus stricte, on aurait probablement évité la guerre à grande échelle de 2022. Et en 2022, oui. Alors là, c'est clair. L'Ukraine est placée au centre du jeu. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde peut se situer sur une carte géographique. Une grande partie, nous pouvons citer des noms de villes. On est beaucoup plus familier avec la culture ukrainienne, en tout cas pour la partie qui souhaite s'y intéresser, mais je pense que les sondages après sondages, même s'il y a différentes périodes, le soutien à l'Ukraine reste massif dans l'opinion française en l'état. Même si parfois on constate un certain désintéressement ou bien ce qu'on appelle souvent par ce terme de Ukraine fatigue de l'Ukraine, parce que au cours de temps, même le mal le plus absolu se banalise, c'est-à-dire qu'au fait d'être exposé à ces images de la provenance ukrainienne de zones de combat, des ruines, les gens s'habituent à voir cela, et puis après, étant donné que la guerre n'évolue pas tellement, c'est-à-dire que depuis 2023, il n'y a pas beaucoup de mouvements stratégiques sur le champ de bataille. C'est toujours la même histoire et donc c'est peut-être que on peut dire qu'il y a un certain désintéressement, même si aujourd'hui, et ça c'est aussi une question à vous, est-ce que vous le confirmez, il y a une certaine montée de l'intérêt pour l'Ukraine étant donné au changement de la donne géopolitique, parce qu'avec l'arrivée de cette nouvelle administration américaine, avec l'élection de Donald Trump, il y a une certaine
zone de turbulence, n'est-ce pas, pour l'Ukraine, mais tout aussi bien pour l'Europe. Oui, vous avez parfaitement raison de le souligner, c'est que bon, il y a différentes périodes depuis un peu plus de 3 ans maintenant. En début 2022, ça a été un engouement immense et vraiment avec des initiatives foisonnantes un peu partout. Enfin, toutes les municipalités en France se sont organisées pour collecter et expédier des produits en Ukraine. Bon, bien évidemment, c'est retombé dans les 6-8 mois qui ont suivi. Cela dit, c'est à nous, les associations, hein, puisque en France, on compte à peu près, on va dire, 300 associations franco-ukrainiennes, donc qui agissent et qui font à peu près la même activité que nous. C'est à nous autres associations d'alimenter cette flamme et de veiller à ce que justement la cause reste au-dessus des sujets de préoccupation et ne sombre pas, et ne s'oublie pas. Et bien évidemment, aujourd'hui, et notamment depuis la fameuse séquence dans le bureau ovale aux États-Unis, nous, on a vraiment enregistré un regain de mobilisation pour l'Ukraine. Le changement géopolitique qui se déroule sous nos yeux finalement, et la façon dont le président Zelensky a été traité à cette occasion a, je crois, profondément révulsé l'opinion publique française et a créé un regain de mobilisation. Et du reste, nous, dans nos activités, Kalina a un travail également de coordination et de mobilisation de la communauté, et avec les associations qui ont vocation à fédérer cette communauté en France, comme l'UF, l'Union des Ukrainiens de France, ou le CRUF, le comité représentatif de la communauté ukrainienne en France. On s'organise, on se réunit régulièrement pour organiser des événements. Et du reste, le prochain, nous avons appelé à une grande mobilisation le 5 avril, donc samedi prochain, avec une marche pour ceux qui sont familiers donc de la géographie parisienne, entre la place de la République et la place de la Bastille, où là on aura des prises de parole politiques, un concert, et puis le montage d'un village ukrainien avec une quinzaine d'associations franco-ukrainiennes qui présenteront leur activité au public. Donc cette activité, voilà, ça fait aussi partie de nos objectifs, hein, c'est de maintenir cette mobilisation de la communauté et d'être toujours visible. Oui, d'être toujours visible, d'être toujours présent malgré les différences. Cette guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, elle a connu déjà au moins deux présidents français, Emmanuel Macron qui était précédé de François Hollande, c'est-à-dire voilà, donc dans le format Normandie, donc cette guerre russe contre l'Ukraine dans sa première phase 2014-2022, et évidemment il y a le changement de la prise de conscience politique, n'est-ce pas, parce qu'on est arrivé de les tentatives de régler ce conflit par des voies diplomatiques. Donc ça, c'était l'histoire de 2014-15 et jusqu'à 2022, jusqu'à la prise de position politique plus ferme, notamment plus ferme vis-à-vis de la Russie. Aujourd'hui, nous parlons de cette coalition qu'on appelle en anglais Coalition of the Willing, en français, on dirait coalition des volontaires, ou parfois on entend cette expression coalition des résolus, c'est-à-dire il s'agit des pays européens qui seraient prêts à aider l'Ukraine d'une manière plus résolue, plus importante du point de vue militaire. Est-ce que, selon vous, vous êtes dans le secteur associatif évidemment, mais est-ce que selon vous, cette position actuelle du gouvernement français, du président français, elle est suffisante en fait pour mettre la fin à cette guerre russe contre l'Ukraine? Alors, vous avez raison de le souligner.
encore une fois, la période 2014-2022 a été une période où on n'a pas réalisé vraiment la menace que représentait la Russie pour les Européens. On a continué le commerce, on a continué les relations diplomatiques. Il y a bien eu un train de sanctions, mais elles n'ont pas été très douloureuses, il faut le reconnaître. En Allemagne, on a continué la construction et la mise en service du pipeline Nord Stream. Donc, on a continué finalement le commerce et la vie business as usual, on dirait, avec la Russie. Et ça a été une grande erreur. Et notre président actuel, Monsieur Macron, il n'a pas toujours été constant dans cette position. Je me rappelle qu'au début de son mandat, en 2017, il y a eu une tentative de reset où on a accueilli en grande pompe le président Poutine, alors que bon, il y avait déjà une guerre, et il y avait déjà une annexion de la Crimée de facto qui était là et contre laquelle on n'a pas réagi. Alors aujourd'hui, oui, on a raison d'être ferme, bien sûr, et nous avons plusieurs combats sur ce sujet avec l'Association pour l'Ukraine, pour la liberté et la nôtre. Notamment, on considère qu'il y a un effort d'armement à faire et à poursuivre. Et on a une position un peu plus radicale, c'est-à-dire on dit nous il faut pas hésiter à prendre sur nos stocks existants. Parce que la menace numéro 1 aujourd'hui qui est là, qui est présente, contre laquelle il faut lutter, c'est la guerre des Russes contre l'Ukraine. Donc il ne faut pas essayer de chercher ailleurs un conflit auquel on pourrait répondre. La guerre, elle est là aujourd'hui, elle est à 2000 kilomètres de notre capitale. Donc il faut que l'on fasse cet effort. En termes d'équipement, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Il faut également que l'on apporte une aide financière plus conséquente. Je vois les dernières annonces la semaine dernière d'une aide française de 2 milliards d'euros. Bon, on peut se satisfaire d'une telle annonce. Après, il faut creuser, il faut regarder comment se compose cette aide et finalement quel est le matériel concret qui va arriver à l'Ukraine. Alors d'abord on est dans un mécanisme de financement qui repose donc sur le fameux prêt qui a été conclu par le G7 l'été dernier, basé donc sur les avoirs confisqués, les avoirs gelés russes. Et qui produisent des intérêts et donc qui servent ces intérêts à rembourser ce prêt donc qui est libéré au fur et à mesure par petites tranches. Donc une partie de ces fonds proviennent de là. Est-ce que c'est vraiment un effort français? Non, puisque à notre sens, cet argent il appartient aux Ukrainiens. Il appartient pour les réparations qui seront nécessaires à conduire dans le pays. Par ailleurs, nous hérissons toujours sur les méthodes comptables qui consistent en fait à envoyer en Ukraine des matériels français déclassés et que l'on valorise au prix du matériel de remplacement neuf. Et ça, nous, on n'aime pas cette technique parce que finalement, on est un peu dans un jeu de bonneteau et on cache la réalité. Donc sur ces 2 milliards, il est quand même très compliqué de savoir quel montant va effectivement bénéficier pour défendre l'Ukraine. Cela dit, réjouissons-nous malgré tout. L'engagement du président Macron semble convaincu et entraînant dans cette fameuse coalition of the willing que vous rappeliez. On espère que ça va aboutir, bien sûr. Cela dit, les bases d'un accord de cessez-le-feu ou de paix nous semblent encore assez lointaines. Et ce que l'on dit, c'est que
on sera bien en bien meilleure position si en Ukraine on a une position offensive et militairement gagnante que si on est dans un statu quo. Hein, je vous rappelle effectivement, vous rappeliez les accords de Minsk. En fait, on gelait la situation pendant des années, mais finalement ont permis à la Russie de se préparer, de se rééquiper, de faire tourner la machine de guerre et pour arriver au résultat de 2022. Donc, il faut que cet effort pour soutenir l'Ukraine d'un point de vue militaire soit plus fort, soit plus concret. Plus fort et plus conséquent et qui vise justement la véritable fin de cette guerre et pas justement de geler la situation. Aujourd'hui, nous traversons le contexte très difficile parce que visiblement les Américains, ce qu'ils veulent, ils veulent le cessez-le-feu, c'est-à-dire voilà, cessez-le-feu au plus vite possible. Après quoi, on pourrait compter sur, si déjà ça c'est effectif, on pourrait compter sur cette coalition déjà européenne pour garantir l'absence de nouvelles agressions. Mais personne ne parle même de libération, c'est-à-dire libération de territoires ukrainiens et de la fin de cette guerre dans le terme de la paix juste. C'est-à-dire que on voit justement la loi internationale être bafouée comme ça, d'une manière absolument révoltante, et donc ça pose problème parce que nous avons déjà vu dans le passé que d'apaiser l'agresseur, ça revient de l'inviter en fait à des nouvelles agressions dans l'avenir. Et donc l'agresseur, il ne comprend malheureusement que le langage de la force. Et donc ce qu'on entend aujourd'hui, c'est justement leur volonté de continuer la guerre, parce que déjà dans leur constitution russe, on voit 5 régions ukrainiennes qui sont inscrites dans cette constitution, Zaporizhia, mais aussi Kherson, mais tout aussi bien Donetsk et Lugansk et Crimée. Donc, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, arriver à une paix juste, ça serait une tâche absolument compliquée. Mais vous avez raison de dire que la position française sur cette question est se transformer. On se souvient de tous les efforts diplomatiques encore sous François Hollande, après sous premier mandat de Emmanuel Macron, des tentatives de négocier avec l'agresseur. On se souvient tous de cette table très longue au moment où Emmanuel Macron s'est rendu personnellement en Russie. C'était la veille de la grande invasion russe. Aujourd'hui, il y a évidemment beaucoup moins d'illusions par rapport à cela. Mais revenons au sujet qui sont traités par votre association. Il y a un des axes de vos actions qui concerne les enfants kidnappés, déplacés de l'Ukraine vers la Russie. Ils sont très nombreux, on ignore le chiffre exact. Il y a le chiffre des associations, il relève à 20 000, mais en fait, les mineurs qui habitent dans les territoires occupés actuellement par la Russie, c'est presque 1 million en fait, voire plus si on compte Donetsk et Lugansk. Et la Russie avait communiqué un chiffre monstrueux de plus de 700 000 mineurs ukrainiens déplacés d'une manière ou d'une autre dans leur territoire. Quel est le sens de votre action et que fait l'association concrètement pour aider ces enfants-là? Alors, cette question, la question des enfants déportés, au-delà effectivement des querelles de chiffres qui finalement ne sont pas très importantes, si ce n'est que effectivement, lorsqu'on voit un écart de 20 000 enfants recensés, identifiés à un possible nombre de 700 000, on est saisi par le côté effroyable de cette situation. Le combat pour les enfants est vraiment, c'est l'ADN de l'association pour l'Ukraine, pour leur liberté, la nôtre. C'est le dossier prioritaire que nous avons traité, parce que le sujet des enfants, vraiment arracher des enfants de leur famille et les tenir éloignés de leur culture, de leur environnement, c'est vraiment le crime des crimes, quoi. Et il y a bien sûr derrière cet acte, il y a bien sûr la volonté génocidaire.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? La première chose, c'est que on a publié, on a effectué un dossier avec Jean-Marc Adolphe, qui est le fondateur d'un média en ligne qui s'appelle Les Humanités. On a fait un dossier donc pour révéler au public français la première chose, donc c'est ce qui se passe, la situation, c'est cette cause. Et puis avec ce dossier, on a, avec le concours du cabinet Vigo, qui est un cabinet d'avocats qui travaille pro bono sur la défense des droits de l'homme, on a déposé une première communication donc à la CPI, à la Cour pénale internationale, à La Haye. Bien sûr, on n'est pas tous les seuls à avoir travaillé sur ce sujet, mais en tout cas, cette démarche a conduit à l'émission donc de mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova, donc la directrice des affaires familiales en Russie. Ces deux personnalités ont été jugées responsables de ces déportations et de cette volonté de russification et la mise en œuvre, bien sûr, de cette russification. Et puis, on a continué à travailler et on a, dans le courant 2024, septembre 2024, après un an de travail, en fait, à étudier les communications, les publications de ces responsables de ces déportations, qui sont bavardes parce qu'ils laissent beaucoup de traces. Donc ça permet de les suivre et ça permet de comprendre exactement ce qu'ils font. Et du reste, ce qui marque un sentiment d'impunité, puisque ouvertement ils font des déclarations, ils publient dans les médias et ils ne se cachent pas de ce qu'ils font. Et donc c'est des milliers de correspondances que nous avons étudiées, et ce qui nous a permis de produire un dossier qui a deux objectifs. Le premier, c'est d'avoir identifié 65 personnalités, essentiellement issues donc du parti Russie Unie, à des niveaux de responsabilité, de l'Église orthodoxe russe, et également des responsables administratifs des zones occupées en territoire ukrainien. Et là, donc, on a montré ces 65 personnalités étaient directement responsables de ces actions. On souhaite, à travers une deuxième communication que nous avons réalisée donc auprès de la CPI, on souhaite très clairement élargir le nombre de mandats d'arrêt, comme les deux précédents. On souhaite que plusieurs personnalités soient visées par ces mandats. Et puis il y a également un deuxième objectif, c'est que on a montré dans cette étude que l'affaire des enfants déportés n'était pas seulement une conséquence, un aléa de la guerre, puisqu'on dit ah oui, la guerre c'est bien malheureux, vous savez, il y a toujours des enfants qui perdent leur famille, etc. Non, en fait, il y a eu une préméditation et c'est ça que nous avons démontré. Il y a eu une organisation au niveau juridique en Russie pour permettre des adoptions, pour permettre des choses comme ça. Il y a une préméditation, une organisation, des consignes ont été données, des mesures ont été prises, des moyens ont été alloués, et c'est ce que nous avons démontré dans cette étude. Et à travers ça, ce qu'on veut, c'est viser l'élargissement de la qualification de ce crime. Ce n'est pas seulement un crime de guerre comme il est décrit aujourd'hui, c'est un crime contre l'humanité et nous pensons que c'est un crime génocidaire. Nous verrons ce que les juges décideront, bien sûr, mais ce sont les objectifs que nous poursuivons.
Voilà, ce que vous appelez le crime de crime, c'est-à-dire viser les enfants, ça veut dire très concrètement viser l'avenir d'un pays, parce que les enfants c'est le symbole de l'avenir d'un pays. Quand les enfants se déplacent, ils sont russifiés, ils sont déplacés dans d'autres familles, leur conscience est changée, plus ce conflit dure, voilà, le conflit dure voilà, d'une manière générale, c'est déjà 11e année, c'est-à-dire que voilà, les gamins qui avaient 5 ans à l'époque ou 6 ans, ils deviennent majeurs aujourd'hui, ils ont vécu la quasi-totalité de leur vie consciente dans l'occupation, et on voit très bien que c'est une ressource, c'est-à-dire que le pays agresseur, elle traite les enfants comme une ressource, parce que évidemment nous avons certaines images nous proviennent de territoires occupés. On voit très bien les lycées, les écoles. Il s'agit de militariser aussi les enfants, c'est-à-dire de les transformer au fur et à mesure en soldats contre en fait l'Ukraine. Donc il y a toute cette dimension proprement dite militaire et même génocidaire aussi de cela, que d'assimiler tout cet avenir de l'Ukraine, de lui voler en fait. C'est un crime, et donc c'est très important que d'élargir, comme vous dites à juste titre, d'élargir la liste des responsables. Il y a évidemment Vladimir Poutine, Lvova Belova, mais il y a donc c'est très bien que vous avez pu identifier autant de personnes, autant de gens qui sont impliqués d'une manière très directe dans ce crime-là, et que pour que la justice soit faite tôt ou tard, c'est jamais très rapide avec la justice, on le sait, mais il faut que ce dossier soit préparé. En attendant le moment venu, on pourra faire les comptes avec cela. Donc voilà, c'est un axe de votre activité très important. Nous avons également évoqué l'axe culturel de l'association. Quoi d'autre comme activité de cette association pour l'Ukraine, leur liberté et la nôtre, qui vous semble important? Alors, pour l'année 2024, il y a également un dossier qui nous a tenu particulièrement à cœur, c'est le dossier de l'énergie. En fait, lors d'un séjour à l'été dernier, je suis arrivé en Ukraine, et là j'ai trouvé une situation dont j'avais pas pris conscience depuis la France, et qui a été la pénurie d'électricité sur tout le territoire, et notamment sur une ville comme Kiev, comme la capitale, les problématiques que ça engendrait, avec des coupures de 12 heures d'électricité, ce qui fait que, comme nous avons un habitat plutôt vertical dans ces grandes villes, ça entraînait des vraies difficultés pour la vie au quotidien, pour monter les courses chez soi, dans des immeubles de 20 étages et plus, 20 à 30 étages, c'est très compliqué. Il n'y a plus d'eau non plus, parce que la pression d'eau, ça fonctionne pas. Les centres commerciaux, les magasins n'ont plus d'électricité, donc ça bloque le commerce. Voilà, les appareils pour conserver le froid ne fonctionnent pas non plus comme ça. Donc on s'est rendu compte d'un vrai sujet, et donc on s'est saisi de cette problématique. Et là aussi, avec un travail avec des experts comme à la fois le ministre délégué à l'énergie en Ukraine, mais aussi des experts en France, comme François Grunewald du GERD. On a produit un dossier avec des propositions de solutions, et notamment avec un vecteur toujours militaire, puisque pour protéger en fait les bombardements des centrales de production électrique et de distribution, en fait il suffit de fermer le ciel, suivant l'expression qu'on a employée. Il suffit de protéger à partir de nos avions dont on dispose en Roumanie ou en Pologne, d'assurer une couverture anti-bombardement. On a également proposé de délester certains réseaux à l'ouest de l'Ukraine, des réseaux d'électricité pour alimenter ça, produire également des plus petites unités, notamment en travaillant sur le solaire. Et puis, quelque chose qui tient beaucoup à cœur à l'association, c'est une aide matérielle, puisque c'est pas seulement des idées et du papier que nous produisons, c'est une aide matérielle concrète. Donc, nous avons lancé une grande collecte de fonds
auprès de la population française, qui nous a permis d'envoyer plus de 250 générateurs de différents modèles, à la fois essence, mais diesel, inverteur, voilà, différents modèles, et pour équiper donc les Ukrainiens à la fois des structures civiles dans les hôpitaux, dans les centres de soins, mais également sur la ligne de front. Donc voilà notre activité. Oui, c'est absolument important ce dossier énergétique, puisque au fond, quand on se pose la question, mais pourquoi les Russes frappent les infrastructures énergétiques, mais c'est bien pour rendre la vie invivable. Donc, c'est-à-dire tous les territoires invivables pour des populations. C'est pour justement faire fuir les populations de l'Ukraine. On peut imaginer très rapidement des conséquences. Il y a déjà le chiffre n'est pas exact parce que c'est très difficile d'établir un chiffre exact, mais on parle de à peu près 10 millions, de 6 à 10 millions d'Ukrainiens qui ont quitté d'une manière temporaire ou bien définitive. C'est difficile. Voilà, le territoire de l'Ukraine depuis février 2022. Et donc ça crée des flux migratoires, ça crée évidemment des problèmes pour les pays européens, parce que c'est un problème, les migrations. Et donc, mais c'est une tactique que Poutine avait déjà utilisée en Syrie. Voilà, en créant cette vague de déplacés, de migrants de la Syrie. Ensuite, voilà, pour créer justement toute cette tension à l'intérieur de l'Europe, parce qu'aucun pays ne peut accueillir autant de migration. Et donc voilà, protéger des infrastructures énergétiques, et bien trouver des solutions même locales. Voilà, même 250 générateurs, ça sauve énormément de commerce et puis d'emplois, et puis des gens voilà qui peuvent vivre. Donc c'est absolument capital. Je remercie Florent de cet entretien, et je remercie surtout de cette aide que vos deux associations, association Kalina et association pour l'Ukraine, leur liberté, la nôtre, apporte à l'Ukraine en guerre durant cette 4e déjà année de la Grande Guerre et cette 11e année de la guerre que la Russie avait commencé contre l'Ukraine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tatiana. Ukraine Media Crisis Center est un support média qu'on écoute en français avec beaucoup de plaisir, et on apprend toujours beaucoup de choses. Merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Florent Murer, président de l'association Kalina, membre du bureau exécutif de l'association pour l'Ukraine, leur liberté et la nôtre. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.